Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis un auteur de bande dessinée, mais pas que. Je travaille aussi dans la presse et l'édition pour des couvertures de livres, pour Le Monde, des couvertures pour La Croix Hebdo. Je réalise aussi depuis 5 ou 6 ans des panneaux autoroutiers pour APRR et même des timbres, dont le plus célèbre qui est le timbre d'usage courant, la Marianne. Et bonjour Olivier Balèze. Eh ben bonjour. On a de quoi discuter aujourd'hui avec tous ces sujets. On est ravis en tout cas de te recevoir pour toutes ces raisons. Aussi parce que tu fais partie des auteurs angoumoisins. Tu habites à Angoulême, donc on va régulièrement à la cité pour tout un tas de choses. Donc on s'est dit que c'était enfin l'occasion de te recevoir, notamment parce que tu viens de sortir chez Glénat cette bande dessinée qui s'appelle Vous n'aurez pas les enfants, scénarisée par Arnaud Le Gouefflet, qui est tirée du livre de Valérie Porteret. On va en parler, mais en gros, qui retrace le sauvetage de 108 enfants juifs du camp de Vénissieux en août 42, avec toute une communauté qui s'est mobilisée. On découvre pour ma part cette histoire dans le livre. Mais d'abord donc, la question un peu que je pose souvent, mais qui est une question un peu bête, mais qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette histoire ? Comment s'est fait un peu l'attelage ? Arnaud Le Gouefflet, tu avais déjà travaillé avec lui, on va en parler. Et comment vous êtes retrouvé à reprendre ce livre et ce sujet assez lourd. Oui, ben en fait, c'est presque une raison indirecte. Ça faisait longtemps que je voulais retravailler avec Arnaud, et c'est notre éditeur, Franck Marguin, chez Glénat, qui nous a proposé ce sujet. Et comme on fait souvent avec Arnaud, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il y a une discussion en amont avec un petit peu les thématiques qu'on a envie d'aborder à travers cette adaptation. Et surtout, l'envie de ne pas faire une BD historique classique. Donc avec Arnaud, je sais que c'était possible. Donc on a beaucoup échangé sur nos références graphiques communes, comment on pouvait aborder ce sujet. Et c'est ce qu'on a proposé à notre éditeur. Dans la préface, Valérie Porteret, qui a donc écrit le livre qui est adapté, elle parle d'un thriller administratif. Ouais, en fait, c'est Arnaud derrière ces mots-là, parce que je sais que la préface que j'aime beaucoup, en fait, elle nous avait demandé d'écrire quelques petites notes sur notre rapport à cette adaptation, et c'est ça derrière le thriller administratif. J'entends beaucoup Arnaud qui justement a déroulé un fil dans cette adaptation qui est le jeu autour de ces négociations qui se jouent à coups de tampon. Et moi, graphiquement, je me suis dit, il y a un vrai truc à jouer, c'est-à-dire qu'on est comme dans un huis clos, il n'y a rien de moins sexy que l'administratif, donc comment on peut rendre ça beaucoup plus intéressant ? On va reparler, parce qu'effectivement, c'est pas un dessin ultra réaliste qui retrace exactement, et tu nous raconteras comment tu as composé ce dessin. Le livre, il commence sur une scène terrifiante, un interrogatoire de Pierre Laval. Tu t'en rappelles de cette scène quand tu l'as dessinée ? Bah oui, très bien, ça faisait partie des premières pages quand on a commencé à travailler avec Arnaud pour soumettre un petit peu nos envies, justement, nos envies graphiques à l'éditeur. Et je me souviens très bien que ce jeu-là, le jeu en 6 cases, comme souvent Arnaud aime bien le faire, c'est encore une fois, voilà, on est dans un huis clos, le personnage est assis à sa table, donc comment rendre cette chose dynamique ? Et je me suis souvenu qu'à travers le texte, qui est effectivement terrifiant, je me dis qu'on pouvait aussi jouer avec les couleurs des bulles, avec de la typographie qui peut changer à certains moments quand il est dans du factuel. Donc là, on passe dans une typo courrier, et pour justement aussi un petit peu amorcer tout ce combat administratif qui va se jouer. Parce qu'on découvre très vite un homme qui va être central dans cette histoire, c'est l'abbé Glasberg, fondateur de l'Amitié chrétienne, et qui va découvrir, on va dire, des failles administratives dans cette grande rafle qui est en train de s'organiser, des failles administratives, et qui va se dire, tiens, à travers ces failles, on va pouvoir sauver des gamins. Exactement, c'est un personnage, on n'a pas de héros fil conducteur, c'est quand même beaucoup de personnes qui travaillent autour de l'abbé Glasberg, mais il reste quand même un peu l'élément central. Il a la chance d'avoir une paire de lunettes, donc pour quelqu'un qui cherche la faille, c'était plutôt chouette. C'est curieux parce que c'est un juif d'origine juive, de confession chrétienne par la suite, il est d'origine ukrainienne aussi, donc ça en faisait un personnage qu'on avait envie de développer, et c'est lui effectivement historiquement qui va s'atteler à trouver cette faille administrative, et qui est un jeu qui se joue sur 2-3 jours à peine. Cette faille, c'est que en gros, ne seront pas raflés les enfants de moins de 18 ans non accompagnés. Exactement, il y a différents cas d'exemption, et donc il y a pour les enfants cette exemption-là. Ce qui veut dire que certains parents vont faire le choix d'abandonner leurs enfants
pour les sauver en fait. Ça se joue en 2 temps, parce qu'après il y a même Vichy qui essaye de les rattraper malgré cette faille, et il y en aura encore. Va falloir encore jouer de ruse pour réussir à sauver les enfants définitivement, en les confiant en fait à l'amitié chrétienne. Il y a un élément, on parlait de l'abbé Gasbert, qui est intéressant, c'est le double rôle, j'allais dire presque de l'Église, parce qu'il y a cet abbé, donc homme de foi, qui va sauver tous ses enfants, et on voit aussi le pendant, et vous le mettez en scène dans la bande dessinée, des grands cardinaux, je ne sais plus quel est le titre exact, mais qui sont complices du régime de Vichy. Oui, il y a le cardinal Gerlier qui est historiquement proche de Pétain, mais qui à l'annonce de ce qui se joue pendant ces années-là, et surtout pendant cet été-là, qui va faire en sorte que les enfants et des familles juives soient sauvés. Ce qui est beau dans ce récit aussi, et ça c'est encore la façon dont Arnaud va l'aborder, c'est que il y a des hommes de toute confession. C'est un récit œcuménique comme moi je les aime particulièrement. J'ai même envie de mettre dans le lot les communistes, les laïcs. Enfin voilà, on a des gens de toute confession qui vont lutter ensemble. Ça c'est plutôt chouette. Et qui, pour revenir à l'abbé Glasberg, ne s'en remettent pas à la providence. On pourrait imaginer que ces hommes de foi se disent, voilà, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Or, non, ce qui est beau, c'est qu'ils sont dans l'action et ils vont vraiment sauver, au cas par cas, plusieurs vies humaines, parce qu'en fait, on parle de 108 enfants. Pour avoir abordé le sujet souvent dans d'autres conférences avec Valérie, je continue à apprendre beaucoup de choses. J'ai lu le livre évidemment aussi, mais c'est aussi beaucoup d'adultes qui ont été exfiltrés pendant ce temps-là, et ça on l'a pas raconté dans la BD pour aller à l'essentiel. Il faut dire aussi tout un dossier pédagogique à la fin du livre, hyper intéressant. Est-ce que c'est des archives dont tu t'es servi toi-même pour le dessin, ou comment tu t'es documenté justement pour raconter tout ça? En fait, j'ai été surpris parce que c'est quand même un travail de toute une vie pour Valérie, parce qu'elle est étudiante et elle se met sur ce sujet-là, et donc ça fait presque maintenant 25 ou 30 ans qu'elle est dessus. Le livre est sorti relativement récemment, mais les documents photos sont arrivés en 2016, je crois. Et c'est arrivé en fait finalement assez tard, et c'est là, avec ces documents-là, qu'elle a pu identifier aussi pas mal de gens. Et quand on travaille sur cette bande dessinée, évidemment, elle nous a partagé un grand nombre de documents. Donc tous les documents d'archives qui apparaissent dans la bande dessinée, c'est vraiment des documents qu'elle nous a envoyés, et dont je me suis servi comme matière première. Justement, elle avait quel rôle, elle? Je ne sais pas si elle connaissait le médium bande dessinée, si elle vous a fait totalement confiance, comment elle a abordé toute cette aventure. Pour moi, la double difficulté avec ce récit, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de personnages. C'est un récit choral, on a beaucoup de personnages, vraiment beaucoup. Certains même qui ne sont même pas évoqués en dehors de la première page de garde, je crois. Je pense notamment à un général qui n'a pas voulu envoyer ses troupes pour participer à la rafle. Donc tous ces personnages-là, en fait, et surtout tous les enfants qui sont présents dans ces histoires, je me suis dit, Valérie, quand elle va relire tout ça, ça va être un cauchemar. Déjà pour respect de toutes les vies humaines, et puis voilà, les références historiques. Mais Arnaud a bien travaillé en amont avec elle, et elle, quand elle a eu cette relecture, c'était vraiment une relecture bienveillante. Et je me souviens plus de détails, parce que finalement, elle est la garante de toutes ces vies humaines, et donc elle revenait à un moment donné, les enfants portent des ardoises avec leur nom, prénom et âge. Et donc là, elle a voulu encore identifier quelques enfants pour qu'ils soient vraiment le plus possible présents. Elle a notamment aussi une scène qui est assez touchante au moment où les parents se séparent de leurs enfants. C'est Mela Becker qui se fait remettre les boucles d'oreilles de sa maman. Moi, je n'avais pas dessiné cette scène-là, et pour avoir rencontré depuis Mela Becker à la foire du livre de Bruxelles, grâce à Valérie, j'ai rencontré cette jeune enfant de 92 ans. C'était très, très, très émouvant. Et j'ai compris pourquoi il y avait aussi pour elle le besoin quand même de faire apparaître certaines scènes. Ça a été dur à dessiner? Alors, c'est plus dur maintenant, en fait. C'est plus dur maintenant quand je dois en parler. Quand je suis dans la période de fabrication de l'histoire, je suis vraiment dans d'autres considérations. Et maintenant que je rencontre des personnes, que j'écoute Valérie Porteret quand on présente ce livre, d'un seul coup, il y a une autre dimension, et j'ai souvent la gorge qui se noue. Ouais. Tu as fait le choix aussi de mettre des couleurs sombres dans le livre, du rouge, du noir. Là, il y avait vraiment la volonté de mettre encore plus de noir. Évidemment, voilà, il a fallu s'arrêter, mais j'avais des références comme Franz Mazerel, j'avais Félix Vallotton comme référence aussi. Il y avait certaines gravures comme ça, très noir et blanc. Même par moments, pour certaines scènes, quand il y a les interrogatoires, j'avais fait les personnages ligne claire, couleur traditionnelle. Puis après, j'ai tout recouvert de noir, donc on avait des silhouettes.
Et c'est en fait, comme je travaille sur Photoshop, j'ai creusé en fait les lumières, un peu comme quand on fait de la linogravure, pour faire apparaître des détails, donc des mains, des parties du visage. Donc oui, tout ça c'était en amont vraiment choisi. Et les couleurs ensuite, elles s'imposent par scène pour qu'on puisse les démarquer. La scène de la gare, c'est plutôt dans des tons verts. Après, on repasse dans des tons violets pour l'interrogatoire. Enfin voilà. Après, c'est pour guider le lecteur quand même et situer chaque scène. Il y a une planche qui t'a particulièrement marqué ? Alors il y en a deux. Il y a la scène qui est ce que j'appelle toujours mes pages garde-fous. Ce sont celles qui graphiquement marquent en fait une vraie orientation. Donc c'est celle de l'abbé Glesberg qui entre petit à petit dans ce labyrinthe administratif. Donc ça, c'est les premières pages qu'on a réalisées avec l'interrogatoire de Laval au tout début. Et puis après, il y a la scène où les parents, évidemment, se séparent de leurs enfants, parce que ça, c'est un vrai challenge, en se disant comment on va réussir à pas tomber dans le larmoyant. Et la bonne idée d'Arnaud, c'était de mettre ces bulles vides, qui étaient restées blanches. C'était sa première intention. Puis moi, j'ai mis des petits graffitis pour traduire aussi les cris, le désespoir, quelque chose d'assez abstrait finalement pour rester digne par rapport à ce qui se passait, à ce qui se jouait à ce moment-là. Alors justement, tu parles, et on en a un petit peu parlé, mais de ton scénariste sur ce livre, Arnaud Le Gouefflec. Tu avais fait pas mal d'autres titres, Topless, Le chanteur sans nom, J'aurais ta peau, Dominica notamment. Comment vous travaillez ensemble ? Et ça se passe en 2 temps. Alors déjà, quand on commence à travailler ensemble, moi j'étais déjà au Chili et on s'était rencontrés en France. Et puis on a eu un coup de foudre amical et puis il m'avait proposé donc Topless. Il m'a eu un petit peu comme ça à l'hameçon, il m'expliquait les 3 niveaux du topless dans cette histoire. Donc j'avais pas plus de détails que le topless, évidemment, c'est l'histoire d'une stripteaseuse dans un cabaret avec un pianiste de jazz. C'est aussi le topless, est-ce que Dieu existe là-haut, est-ce qu'il y a quelqu'un en haut ou pas. Et puis topless, c'est la folie en fait, perdre littéralement la tête. Et je me dis, waouh, un scénariste qui me propose une histoire de cette manière-là, ça me plaisait bien. Et il l'a toujours refait finalement. À chaque nouvelle histoire, il arrivait avec une intention qui était chouette. Il arrivait à le partager en tous les cas. Et puis ensuite, il est très ouvert. J'ai retrouvé un peu les mêmes qualités que Pierre Christin. C'est-à-dire que c'est une éponge. Il s'inspire aussi de l'univers graphique de chacun de ses auteurs. Et donc là, on échange, on se met d'accord. Donc c'est ça les pages garde-fous. C'est les références qu'on a ensemble. Et puis ensuite, il me fait totalement confiance. Et même quand je remets en question ces pages, qui sont des pages qui sont décrites de manière très classique, case 1, case 2, case 3. Souvent, il y a une belle intention de mise en scène. Et puis quand je suis pas sûr, je lui propose autre chose. Et puis il est ouvert à l'échange. Et ça, c'est vraiment précieux. T'as commencé la BD à la fin des années 90, déjà. Ouais. Comment et pourquoi ? Waouh, alors, c'est le rêve de jeunesse, quoi. Depuis l'âge de 7 ou 8 ans, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, sans trop savoir pourquoi, mais parce que c'était ce que je lisais quand j'étais gamin. Avant de lire des romans, finalement, mes parents allaient faire des courses au marché, ils me déposaient à la bibliothèque du quartier, et puis je lisais tous mes grands classiques. Et la bande dessinée, elle s'est imposée au fur et à mesure. Et curieusement, en fait, à l'âge de 15 ans, étonnamment, mon frère est revenu avec une petite copine qui s'appelait Pascal Sadoul. Et je lui disais, mais Sadoul comme Numa Sadoul ? Elle me dit, oui, c'est le cousin de mon père. Je dis, c'est incroyable, tu connais Numa Sadoul ? Puis elle me dit, oui, puis il habite à côté, en fait. Il habite là, dans la ville à côté de là où j'habitais, moi. Je dis, mais c'est fou, à Cagnes-sur-Mer. Tu crois que je pourrais le rencontrer ? Puis forcément, ce genre de rencontre, ça ancre, quoi. Donc, il a donné comme ça une existence à un métier, quelque chose qui était possible. Et puis pour terminer, ma première bande dessinée, c'est en rencontrant Jean-Bernard Puy à l'époque du Poulpe, qui est vraiment mes tout débuts. Et donc je l'avais sollicité en disant, ouais, ça serait bien de faire une BD du Poulpe. Puis il me dit, ouais, si tu veux, mais c'est pas moi qui vais l'écrire. Et on est parti sur un Poulpe illustré pour les pages de Libération pendant tout un été. Et puis après, c'est moi qui suis revenu avec mon propre scénario. Donc ma première BD, c'était l'opus à l'oreille pour un Poulpe chez Baleine. Et ça, t'as commencé dans la presse, en fait, que t'as pas lâché depuis, parce qu'aujourd'hui encore, tu fais régulièrement du dessin de presse. Oui, en fait, pourquoi en fait, cette diversité ? C'est quelque part presque une erreur de parcours. Je fais des études de graphisme, et donc en fait, ça m'a ouvert à un champ qui était beaucoup plus large que celui de la bande dessinée, en tout cas une approche qui se veut plus graphique.
Et puis après, deuxième raison, c'est simplement financier, c'est-à-dire que moi je n'arrive pas à vivre avec que de la bande dessinée, donc quand je vois qu'avec de la presse, je peux passer 3 jours sur une couverture, là la prochaine c'est justement sur le Chili pour la Croix Hebdo, voilà, j'ai passé 3 jours dessus, je peux passer après à mes pages de BD et ça permet quand même de vivre correctement. Mais ça, tu fais partie de ces auteurs qui ont totalement accepté le fait qu'il faut diversifier sa production et que c'est difficile aujourd'hui de vivre que de la bande dessinée. Oui, et c'est pas c'est pas vécu parce que certains c'est vraiment de l'alimentaire, mais moi c'est pas de l'alimentaire, c'est une nécessité de me surprendre, d'aller explorer de nouveaux territoires, et donc je suis plutôt dans le besoin de m'épanouir avec cette diversité-là, et c'est ce qui explique aussi pourquoi je suis pas l'auteur d'un héros récurrent dans une série BD, quoi, ce qui aurait été peut-être aussi un choix qui m'aurait permis d'en vivre peut-être plus facilement. Tu illustres pas mal d'albums jeunesse et tu fais aussi des couvertures de romans. Et ça, je me demande comment t'arrives à partir d'un contenu, d'une histoire qui est pas du tout la tienne, à sortir l'image qui va faire que tu vas donner aux gens envie, quand ils vont se balader chez leur libraire, de prendre ce livre-là. Alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est que je le lis pas forcément, ce roman. Donc, on demande à un illustrateur de faire une image d'un roman qu'il n'a pas lu. Bon, c'est une manière un peu caricaturale de le présenter, mais c'est vrai que souvent, on me fait un résumé. Parfois, on peut m'envoyer le roman, mais je lis souvent les premières pages quand j'ai le temps. Mais sinon, je me suis aperçu que c'était pas forcément nécessaire de lire le roman. En revanche, de bien me briefer en amont, évidemment. Voilà, et c'est plutôt joyeux. Et ça fait, c'est vrai que là, je dois avoir, je sais pas, peut-être 500 ou 600 couvertures à mon actif. Ouais. Alors, t'en parlais tout à l'heure aussi, tu as redessiné le fameux timbre Marianne il y a quelques mois maintenant. Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure ? Je crois que j'ai une bonne étoile, parce qu'à chaque fois que j'ai voulu des choses, elles sont arrivées. Alors, elles sont pas arrivées au moment où je les désirais. Par exemple, travailler pour la Poste et de faire des timbres, j'ai toujours voulu faire ça. Je voyais, il y avait une amie, Joëlle Jolivet, qui avait fait des timbres. Je dis, mais il faudrait que tu me donnes le contact. Elle m'a donné le contact, puis cette personne ne me répondait pas, ou elle a répondu, puis après elle avait disparu. Puis je dis, bon, c'est bon, quoi. Des fois, faut pas non plus chercher à s'imposer, et c'est comme ça. Et puis en une année, il y a la Poste qui m'a remarqué, donc j'ai fait juste avant le timbre de la Marianne un timbre pour la fête autour du déplacement écologique, donc c'était le vélo. Et très vite, dans la même année, ils m'ont demandé un carnet de timbres pour la Croix-Rouge. Là, ils étaient un petit peu speed, donc voilà, ça tombait entre les fêtes, mais j'avais du temps, donc je m'y suis consacré pleinement. Et je pense que je faisais partie de leur référence. Et donc, quand il y a eu cet appel à projet pour participer à un concours, ils ont fait appel en fait à... C'est un concours fermé, ils ont fait appel à 15 artistes différents, dont j'ai eu la chance de faire partie. Alors autant, quand ils ont fait appel à moi, je me dis « c'est génial ». Je me souvenais d'un concours à l'époque de Chirac, mais j'étais encore bébé étudiant, c'était trop tôt pour moi, mais ça m'avait interpellé en me disant un appel à concours national pour faire des timbres, c'est super. Et là, voilà, ça m'arrivait et je me sentais tout à fait capable et excité à l'idée de faire une proposition. En réalité, c'était 3 propositions de Marianne et on allait en sectionner 1, 2 ou 3 pour la présenter au final. Et en revanche, j'avais jamais imaginé que ça allait pouvoir être le timbre choisi par le président à la fin, quoi. Tu parlais de panneaux autoroutiers. Là aussi, comment tu te retrouves dessiner des panneaux autoroutiers ? Alors, j'imagine qu'il y a un côté financier intéressant, mais quel défi aussi tu trouves là-dedans ? En fait, le lien, il est assez évident parce que autant les panneaux autoroutiers et la bande dessinée, on s'est dit ça n'a aucun rapport, mais en réalité, le directeur artistique du studio Graphic Place qui met en contact APRR et qui gère les projets auprès des illustrateurs, ils ont fait le choix de faire appel en fait à des auteurs. Donc il y a des illustrateurs, Tino et compagnie, qui n'ont pas forcément fait de BD, mais dedans il y a quand même Loustal et Floch. Et puis moi, donc on est, je crois, les 3 à avoir été auteurs de bande dessinée. Et on est 8 illustrateurs au total. Et chaque auteur, en fait, signe son illustration. Donc en réalité, quand le graphiste me briefait, me donnait le cahier des charges pour réaliser un panneau, il me disait, mais pense à une case de bande dessinée, en fait. Fais-nous une case de bande dessinée. Donc tu t'amuses autant à faire des panneaux que des BD, quoi. Voilà, c'était vraiment un projet fait pour des auteurs qui ont effectivement cette capacité à créer une case de bande dessinée, mais en même temps un visuel suffisamment simple pour être vu en moins de 2 ou 3 secondes quand on est au volant, quoi. Ça fait maintenant bientôt 10 ans que tu vis à Angoulême. Après le Chili, t'en parlais, et tout un tas d'autres pays. Qu'est-ce que tu trouves ici dans cette communauté des auteurs? En fait, Angoulême, déjà, la porte d'entrée, c'était la résidence, la maison des auteurs, grâce à laquelle on a pu résider pendant 1 an avec toute ma famille.
Et c'est vrai qu'on ne pensait pas forcément rester à Angoulême après. L'idée, c'était, une fois que la résidence était terminée, partir sur Bordeaux, Lyon. Et en réalité, ce qui m'a fait rester, c'était à la fois parce que c'était une ville pour une vie de famille très agréable, mais en même temps, il y a quand même une quantité d'artistes qui résident ici. Et donc, j'ai par exemple un ami, Alban, avec qui je me retrouve souvent le matin à prendre un café avant de commencer le travail. Et c'est grâce à lui aussi souvent que j'échange autour de sujets de bande dessinée, des préoccupations. J'ai une petite anecdote, par exemple. Souvent, je viens le voir quand j'ai des problèmes. Et donc, je lui dis, voilà, il y a une page là, j'arrive pas à la dessiner. Bon, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti, mais j'aimerais savoir si pour toi ça passe. Puis il me dit, en me regardant, une planche mal dessinée, je pense pas que ce soit un problème de dessin, je pense que c'est plus un problème de mise en scène. Et en fait, il avait raison, si j'avais du mal à dessiner cette page, c'est parce que je savais pas comment la raconter. Et là, voilà, c'est hyper précieux, du coup, en échangeant avec lui. C'est ça, en fait, qui me retient à Angoulême en partie. Avec le soleil et tout ce qui se passe ici, évidemment. Exactement. Est-ce que tu as déjà en tête, est-ce que tu travailles déjà sur le prochain album de bande dessinée, justement? Oui, chose que je ne fais jamais. J'ai re-signé très vite pour un autre projet. Normalement, je me laisse un petit peu de mou pour refaire quelques couvertures de livres. Mais là, j'ai signé pour les arènes sur un autre projet qui va être bien long. C'est la ville de Paris en bande dessinée. Waouh! Vaste programme. Et là, tu fais le dessin, scénario? Alors le scénario, c'est un scénariste accompagné d'un historien, comme le font très bien les arènes. Et c'est donc eux qui ont fait Jérusalem. Et il y a un projet comme ça d'une ville, une bande dessinée. La prochaine, ça sera donc sur Paris. Et en attendant, on lit, ou on relit d'ailleurs tout ce que tu as déjà sorti. Et notamment, Vous n'aurez pas les enfants, scénarisé par Arnaud Le Gouefflec, adapté du livre de Valérie Porteret, et qui est sorti aux éditions Glénat. C'est le moment, Olivier Balèze, où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt? Oh là là, j'ai des sueurs, là, ça se voit pas au micro, mais... La première BD que tu as lue? Waouh, il va y avoir un grand silence. Oh, qu'est-ce que j'ai lu comme première BD? Alors je vais tricher, c'est peut-être pas la première BD, mais c'est une BD qui m'a inspiré peut-être ma première page de bande dessinée, c'était Philémon. J'ai beaucoup aimé Fred en son époque et son univers fantaisiste. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps? Ouch. Waouh. Je sais pas si c'est la meilleure BD, mais j'aurais bien aimé peut-être faire un scénario. Je dis ça et en même temps, je crois que j'aurais jamais voulu. Mais d'Alan Moore, par exemple. Je trouve que c'est un scénariste qui a abordé la bande dessinée avec une manière de raconter, de narrer qui est propre à lui. Et je me dis, ouais, là, respect pour ce qu'il a pu faire. Quelle est selon toi la plus belle couverture de bande dessinée? Là, j'ai une couverture de temps en temps quand je passe devant mes étagères. C'est celle de David Prudhomme, Vive la marée. Je la trouve extraordinaire, cette couverture. La plus belle case de bande dessinée? Alors là, la case de bande dessinée, waouh, ça devient difficile, là. Alors, une case ou une page, parce que du coup, on reste dans les références avec Vous n'aurez pas les enfants. Il y a Mazzucchelli qui a été très présent dans nos références avec Arnaud Le Gouefflec, notamment son adaptation de Paul Auster. Il y a notamment une empreinte de doigt, quand on zoome dessus, et puis ou on dézoome, je ne sais plus, mais on arrive avec un plan de ville. Quel est ton personnage de BD préféré? Gamin, parce qu'à différents âges, on n'a pas les mêmes héros, je pense. Mais gamin, j'aimais beaucoup Torgal. Avec le temps, c'est différent quand même. J'ai de plus en plus de mal à lire des bandes dessinées. Là, la dernière, j'ai lu Tronchet, avec sa trilogie sur sa vie intime. Et j'ai trouvé ça vachement chouette, parce petit à petit, pour avoir travaillé avec lui, justement, avec L'homme qui ne disait jamais non, j'ai pu voir qu'il s'inspirait beaucoup de sa vie personnelle quand il était en Équateur. Mais là, c'est vrai que voilà, le personnage, avec le fils du Yéti, puis son dernier album, je trouve qu'il se dévoile, et c'est assez chouette. Ton personnage de BD détesté? Là, je faisais un tour dans les univers Marvel. Autant, je sais pas pourquoi, je kiffe sur les super-héros de mon époque, ou même encore plus anciens. Mais tout ce qui se fait aujourd'hui, à grand renfort de couleurs Photoshop, je me dis quel dommage. Peut-être c'est ces bandes dessinées-là qui sont pour moi pas à la hauteur. Justement, quel est ton super-héros préféré? Ça pourrait se jouer entre... j'aime bien Hellboy. Ouais, allez, Hellboy. Tu dessines dans le calme ou en musique?
Alors, les deux. Quand je dois réfléchir, c'est dans le calme. Puis après, quand je passe aux couleurs, là, en revanche, je me mets ou la radio ou de la musique assez entraînante. Couleur ou noir et blanc? Bah, là, c'est un peu pareil. Des fois, je me dis, je suis pas dessinateur de BD, je suis plus éclairagiste. Donc, j'ai envie de dire couleur, parce qu'en fait, c'est avec les couleurs que j'arrive à mettre en scène mes images et à attirer l'œil du lecteur. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Moi, je trouve le travail de Lucas Mehet, par exemple, j'ai vu ses planches originales et comme je parlais de Fred, je trouve qu'il y a une fraîcheur, une fantaisie dans son trait qui est incroyable et ses planches originales sont vraiment saisissantes. Il faut peut-être plus connaître son travail. Ouais. Eh ben merci Olivier Balès d'avoir joué le jeu. Avec grand plaisir, merci Mathieu. Et je rappelle donc, vous n'aurez pas Les Enfants, publié aux éditions Glénat. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.